j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, préparez-vous, préparez vos wishlists, vos cartes bancaires, faites déjà le numéro de votre... Ouais, le numéro, je le fais comme ça moi sur mon téléphone. Le numéro de votre banquier ou de votre banquière parce que on va parler craquage imminent. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler des sorties des prochains mois, puisque je vais vous montrer les livres que j'ai repérés et qui me tentent beaucoup trop. C'est pas la première fois que je fais une vidéo de ce genre, et petit disclaimer, évidemment que j'en oublie, c'est sûr, puisque je vous tourne cette vidéo mi-août et c'est possible qu'entre temps il y ait d'autres sorties qui soient annoncées, ou tout simplement que j'en ai loupé, ou encore qu'il y ait des choses qui étaient annoncées et que sur le coup je me suis dit ah je sais pas nanani nanana et qu'au final je craque parce qu'ils ont l'air trop bien. Donc évidemment la liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive, mais même sans être exhaustive, ça va piquer. Ça va piquer sévère le compte en banque. Je me suis concentrée seulement sur les mois de septembre et d'octobre, puisque c'est les prochains mois qui arrivent, et c'est ceux sur lesquels j'avais le plus de visibilité en termes de sortie. Mais rien que là, rien que sur ces 2 mois, j'ai pas moins de 24 livres à vous présenter. Ma palle en PLS, rip mon banquier. Sans plus tarder, parce que vous vous doutez que ça va prendre un petit peu de temps, eh bien on y va, je les ai classés du coup par ordre de sortie, vous verrez qu'il y a un petit peu de tout, et on commence par le mois de septembre. Donc si mes calculs sont exacts, et s'il n'y a pas de petit imprévu dans le plan, cette vidéo sortira tout début septembre. Donc normalement, tous les livres que je vais annoncer ne sont pas encore sortis. Le premier dont je voulais vous parler, c'est évidemment le prochain livre de Helena Armas. Ça s'appelle The Long Game et ça sort le 5 septembre en VO uniquement pour le moment. Rappelez-vous, Helena Armas, c'est l'autrice de The Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment, 2 romances comme ça, que j'ai surkiffé. D'ailleurs, c'est par cette autrice que j'ai commencé à lire de la romance. Je ne regrette absolument pas et je suis méga fan d'elle. À chaque fois qu'elle écrit un roman, c'est un bail automatique. Pourquoi je veux faire genre je suis bilingue? C'est un achat automatique, je ne me pose même pas de questions, c'est à peine si je vais le résumer et je fonce, j'achète et je lis et je dévore et j'adore. Autant de Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment avaient un lien parce que c'était 2 amis, du coup c'était un peu comme des tomes compagnons, autant celui-ci n'a rien à voir. Puisque c'est l'histoire... Ah bah oui les gars, je suis en train de regarder les résumés en même temps parce que vous doutez bien que même les livres que j'ai lus, j'ai des fois du mal à me souvenir, alors des prénoms des personnages déjà, et puis comment vous faire un résumé. Alors si en plus c'est des livres que j'ai pas lus, je suis obligée de regarder en même temps. Je vais pas faire semblant. Du coup c'est l'histoire de Adaline qui est une coach sportive, enfin un agent sportif. J'ai pas tout bien compris ce qu'elle faisait, Adaline, mais en tout cas, elle a une carrière successful jusqu'au jour où y a un petit truc qui part en cacahuète, elle fait un bad buzz et du coup, on l'envoie au fin fond du trou du cul du monde pour se faire un petit peu oublier, on va dire. Et surtout, on lui dit, pendant que t'es là, ce serait bien que tu redresses une équipe de foot locale parce que du coup, ça ferait bien, voilà, tu vois, tu reviendrais en mode l'héroïne qui a redressé l'équipe, bref, voilà. Bon, apparemment, c'est une équipe de gosses, donc les enjeux sont pas non plus hyper importants, mais elle le prend très au sérieux. Et ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que dans la ville, il y avait aussi Cameron Caldani, qui est un gardien de but hyper connu, dont la carrière, on ne sait pas trop pourquoi, s'est totalement arrêtée. Et bien sûr, ils vont être obligés de collaborer, et on sait tous ce que ça veut dire. Apparemment, au niveau des tropes, on est sur du Grumpy Sunshine. Il y a une chèvre dans l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est sur la couverture, l'autrice n'a pas arrêté d'en parler. Apparemment, la chèvre est importante pour l'histoire, et rien que ça, moi j'ai envie de dire, je veux savoir, j'ai besoin de comprendre. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais voilà, moi je suis là pour ça, parce que les romances, j'adore, et en plus quand c'est Helena Armas, c'est toujours hyper drôle, hyper touchant, un peu lent, je vous l'avoue. C'est vrai que Spanish Love Deception et même The American Roommate Experiment, c'est pas non plus là où il y a le plus d'action, mais c'est pas grave, ça fait du bien et j'ai trop hâte de le lire. Après ça, on passe à une sortie française qui, je le sais, est très attendue par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde. Si tu commences déjà à plus savoir parler, Marie, ça va bien se passer. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il fait actuellement 47 degrés quand je tourne cette vidéo. Donc si vous me voyez à un moment faire comme ça, plus probablement comme ça parce que je suis quand même un peu mieux équipée que juste ma main, ne paniquez pas. Par contre, si vous me voyez tourner de l'œil, en même temps, si vous me voyez tourner de l'œil et que la vidéo est postée, c'est que je me suis réveillée à un moment quand même. Bref, Marie, concentre-toi. Je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, voilà, la prochaine sortie tant attendue par tous les réseaux français, c'est évidemment L'Engrangement, qui sort le 6 septembre aux éditions Hachette. Alors, ils nous ont fait un teasing de malade, la couverture est absolument sublime, il y a une édition reliée qui a l'air magnifique. J'ai vraiment très hâte de découvrir ça. L'autrice est française, elle est sur les réseaux sociaux, si j'y pense, je vous mettrai du coup son compte dans la barre de description. Et c'est le premier tome d'une saga de fantasy qui a l'air incroyable. Pour vous faire un petit résumé à la Marie, en gros, on est dans un univers où le temps a un pouvoir et Sophie, elle le sait que trop bien. Bon, j'aurais peut-être dû zapper cette phrase. Mais en gros, Sophie, en plus d'être horlogère, elle est aussi chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle aux oranimas, des horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Et un jour, alors qu'elle vit sa petite vie plutôt tranquillou,
Eh bien, il y a Dimitri, le frère jumeau du roi, qui lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Vu que le papa de Sophie est mort dans d'étranges circonstances, elle décide d'accepter pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et ça va la mener, bien évidemment, dans des comment on dit, aventures totalement horribles. Non, horrible, c'est peut-être pas vraiment le mot. Eux, ils disent périlleuse. En plus, il y a une histoire de cour royale. Voilà. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt chouette. En plus, vu que je suis l'autrice sur les réseaux sociaux, elle arrête pas, elle aussi, de teaser, de nous mettre des petits fanarts de ses personnages. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment très hâte de lire ça. Là, sur le site d'Hachette, ils disent « Après la passeuse de mots, la nouvelle fantaisie française qui nous emmène au cœur d'un voyage dans le temps sur fond de triangle amoureux surprenant. » Alors moi, les triangles amoureux, je suis pas toujours hyper fan parce que souvent, je choisis mon camp assez vite et du coup, je suis agacée quand le protagoniste ou la protagoniste met du temps à choisir ou ne choisit pas le même love interest que moi. Ça me vexe un peu, tu vois. Mais bon, écoutez, si c'est bien fait, pourquoi pas, j'attends de voir. Et surtout, j'allais vous dire, je n'ai pas lu La Passeuse de mots, mais ils sont dans ma pile à lire et je ne vois que des bons retours dessus. Donc je suis très curieuse à la fois de découvrir celui-ci, de découvrir La Passe Miroir et n'hésitez pas à me dire s'il faut que je lise. J'ai dit La Passe Miroir, non? En fait, je voulais dire La Passeuse de mots. Aussi, les titres, ils se ressemblent un peu, hein. C'est pas entièrement de ma faute si je confonds. Cela dit, j'ai lu ni l'un ni l'autre, ni La Passeuse de mots, ni La Passe Miroir, donc bon. Allez, on s'éloigne du sujet, on se reconcentre. Donc l'engrange-temps qui sort le 6 septembre, trop hâte. Voilà, en plus lui c'est un relié collector machin chose, ça va coûter un bras, on adore. Autre sortie qui a l'air incroyable, il s'agit cette fois-ci d'une romance, et il s'agit du premier tome de Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Henry. J'ai jamais lu de roman de Alicia Garnier, mais par contre j'ai beaucoup aimé plusieurs des romances d'Alfreda Henry que j'ai lues. Donc je suis très impatiente de découvrir celui-ci puisque c'est une romance sur fond universitaire. Il y a je crois 4 tomes de prévus qui se concentrent sur 4 personnages différents, les couvertures sont sublimes. Et le premier tome en particulier qui sort, je ne crois pas l'avoir dit mais il sort aussi le 6 septembre, ça a l'air plutôt cool puisque donc romance universitaire notamment dans le monde du hockey puisque là c'est sur Hunter qui est le défenseur de l'équipe de hockey. Il fait donc partie de l'élite de l'université évidemment. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus elle ne semble pas l'apprécier, lui que tout le monde adore. Quel culot! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur les réseaux sociaux consacrés au body positive, des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble, Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être de la faire craquer pour lui. Et j'ai déjà le smile rien qu'à vouloir le résumer. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'en plus il n'en révèle pas non plus tant que ça, mais je sais pas, c'est les vibes. Et puis en plus depuis Campus Driver, j'ai trop envie de lire des romances universitaires et là ça a l'air juste parfait. Je fais totalement confiance aux autrices pour me faire pleurer, me faire rire et me happer totalement dans la romance, donc je suis très excitée à l'idée de lire ça. Je n'ai pas précisé mais ça sort chez Hugo et ce que je me souviens avoir précisé par contre c'est que les couvertures sont trop belles, j'aime trop les couleurs et tout et voilà c'était superficiel mais ça méritait d'être dit. 256 pages! Mais c'est pas beaucoup ça par contre, moi je vais le lire hyper vite. Les romances de manière générale je les lis quand même assez vite parce que c'est pas comme un univers de fantasy où t'as besoin de beaucoup t'imprégner de l'ambiance etc. Mais du coup, je vais le lire hyper vite et je vais attendre la suite avec encore plus d'impatience. Enfin, je dis suite, mais vous avez compris, je pense que c'est plus tome compagnon que réelle suite. En tout cas, voilà, encore une fois, trop hâte. Je sais pas pourquoi je tiens pas ma tablette comme ça plutôt. C'est beaucoup plus confortable. Je suis bizarre. Toujours le 6 septembre, mais cette fois aux éditions Big Bang, il y a le roman Chaos and Flame qui sort. Là aussi, on a apparemment droit à une superbe édition avec un jaspage, j'ai trop hâte. Et celui-ci, je vous avoue que je ne l'ai pas trop vu passer sur les réseaux anglophones, mais il m'intrigue énormément. Au niveau du résumé, on part sur Darling. Très bien, la meuf s'appelle Darling. Ok. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, donc déjà apparemment il y a une histoire de maison avec des créatures. On part là-dessus, ok, c'est un bail spécial mais pourquoi pas. Je disais donc qu'elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tiré des enfants bas-fonds. Hein? Non, qui l'a tiré enfant des bas-fonds, ça paraît plus logique. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Elle vénère la Darling. Talon? Darling et Talon. Ok, bon j'imagine qu'on dit Talon. Bon en tout cas le gars c'est le dévoué prince de guerre de la maison Dragon et il mène les troupes d'élite de son frère qui s'appelle Caspian. Donc son frère a un comportement de plus en plus imprévisible et ça l'inquiète, c'est jusqu'au jour où en pleine bataille, Talon, tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint les portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance. Il se doute alors qu'elle est la clé.
La clé de quoi, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ennemis jurés menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raies. Dans les raies, ah oui, dans les filets quoi. Il n'y a pas à utiliser des mots compliqués comme ça au milieu du résumé en fait. Hein. Donc dans les filets des intrigues politiques entre maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Écoutez, ça a l'air très cliché. Hein. Le petit ennemi Stoolover, on connaît, voilà, bon. Je pense qu'il y a des choses qui vont être prévisibles. Encore que moi je dis ça, mais qui suis-je? Je suis un peu teuteux, donc ça se trouve je vais rien voir venir. Mais je sais pas, ça m'envoie des bonnes vibes, la couverture est très jolie, vous savez qu'il m'en faut pas plus, et c'est encore un brochet qui va coûter 25 balles. On adore, mon banquier est ravi. J'espère vraiment qu'il regarde pas mes vidéos parce que sinon il doit se dire mais elle me pète les longs celle-là. Désolée. On passe au 7 septembre et oui on est toujours que début septembre et cette fois-ci aux éditions PKJ il y a le tant attendu 4e livre de Inheritance Game. Alors celui-ci je vous avoue qu'au début j'étais alors pas sceptique parce que je savais que j'allais craquer c'était évident mais j'étais pas forcément convaincue parce que en soi l'intrigue de Inheritance Game s'arrête là. C'est bon, c'est fini, on a compris, tout est résolu etc. etc. Mais tu vois, je me dis, bon, en 4e livre, on va encore plus voir les personnages, c'est vraiment cool, tout ça, tout ça. Oui, je suis faible. Donc là, on est 1 an après les événements du final de la trilogie, et on retrouve Grayson et Jameson qui sont de retour avec de nouvelles enquêtes à mener et de nouveaux mystères à élucider. Donc apparemment, on va pas forcément beaucoup voir les autres, et c'est pas non plus trop centré sur Avery, ce qui est pas plus mal, parce que je pense qu'on l'a assez vu dans les 3 premiers tomes. Donc en gros, c'est chacun de leur côté, ils ont des petites enquêtes à résoudre. Grayson parce qu'il veut venir en aide à ses demi-sœurs, et Jameson parce que son père lui demande une faveur. Bon alors par contre son père, ça suffit là. Hein. Il va devoir infiltrer le casino clandestin le plus sélect de Londres. Petite vibe à la Ocean Eleven, je suis là pour ça. De part et d'autre du globe, les demi-frères ont besoin de toute l'aide de leur... De part et d'autre du globe, les demi-frères auront besoin de toute l'aide des leurs pour se sortir des jeux dangereux auxquels ils se trouvent mêlés. L'occasion de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour décider ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour gagner. Bon, c'est dramatique de manière pas forcément nécessaire, cette petite fin, je pense. Mais en tout cas, vu que j'avais beaucoup aimé la trilogie, je me dis, let's go. Comme pour la trilogie, la couverture, elle est sublime. Toujours le 7 septembre, il y a le 2e tome de Seul un monstre qui sort. Alors le 2e tome s'appelle du coup Jamais un héros si je ne me trompe pas. Ça sort aux éditions Lumen. Et évidemment, je ne vais pas vous dire le résumé du tome 2, mais je vais vous rappeler brièvement de quoi parle le tome 1. En théorie, j'ai pas besoin de la tablette puisque je l'ai lu le premier tome évidemment, sauf que je me souviens déjà plus du nom de l'héroïne. Enfin déjà, ça fait 1 an que je l'ai lu quand même. Hein. Ah oui, Joanne, elle s'appelle Joanne. Donc Joanne, elle a une vie un peu classique on va dire, et comme chaque été, elle retourne dans la famille de sa maman, je crois, sa maman qui est morte. Voilà, j'ai essayé de trouver un moyen différent de l'annoncer, mais non, on peut pas, sa mère est morte. Désolée pour la brutalité de cette annonce. Et la famille de sa maman, elle a toujours été un petit peu spéciale, mais elle se doutait pas à quel point, puisqu'elle va découvrir qu'en fait, ils font partie d'une des 12, je crois qu'elles sont 12 grandes familles qui ont chacune un pouvoir, et surtout la particularité un peu spéciale, il faut l'avouer, de pouvoir voyager dans le temps. Il va se passer quelque chose qui fait que sa vie part un petit peu en cacahuète, et elle va devoir tout faire pour sauver sa famille, quitte à devenir le monstre que tout le monde pense que les membres de sa famille sont. Et ma phrase était hyper compliquée, j'espère que vous avez saisi l'idée. En tout cas, c'était une histoire de voyage dans le temps, de pouvoir magique, de romance un petit peu contrariée. C'était très bien écrit, c'était hyper addictif et j'ai très hâte de retrouver l'univers. D'ailleurs, restez connectés puisque je vous en parle un petit peu plus sur les réseaux sociaux très vite. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, des fois je me fatigue toute seule. Je vais faire tomber mon iPad, on adore. iPad qui d'ailleurs est en train de rendre l'âme parce que des fois je lui dis de s'allumer, il me dit not today. Mais si, today, parce que j'ai besoin de toi, moi. Allez, on se reconcentre. Toujours le 7 septembre, toujours aux éditions Lumen, il y a le roman qui s'appelle La Forgeuse d'eau. Donc, apparemment, c'est le premier tome d'un livre qui s'appelle La Maison des Morts. Donc, on part sur une très bonne ambiance. C'est un roman de fantasy qui a l'air hyper bien et hyper badass, mais un peu dark. C'est l'histoire de Vren qui descend d'une longue lignée de guerriers hyper puissants. Et en fait, pour faire un petit peu la fierté de sa famille, elle doit passer des épreuves et montrer qu'elle est hyper badass. Grosso modo, hein, c'est mieux décrit dans le résumé, mais c'est l'idée. Sauf que quand vient l'heure de son épreuve d'initiation, elle se foire totale et du coup elle est exilée. Ce qui est vraiment pas cool parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu réussis et ouais t'es trop forte, soit tu rates et du coup tu tèges. Donc elle est exilée près de la faille, un no man's land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres. C'est top. Déterminée à regagner le respect des siens, Vren saisit sa chance le jour où Léopold de Valorien, un prince de la maison Or, est enlevé lors d'une visite diplomatique. La jeune fille jure de tout faire pour le retrouver, quitte à affronter une armée de créatures venues d'outre-tombe, et s'associer avec Julian, redoutable combattant pourtant issu d'un clan ennemi. Donc apparemment ils ont 2 pouvoirs très différents, mais ils vont devoir mettre leurs différents de côté justement, car un péril plus grand encore menace, une funeste alliance se prépare entre les vivants et les non-morts.
Ah oui, sachant que l'autrice qui s'appelle Nikki Popreto est l'autrice de la trilogie Sœurs de sang et j'avais vu pas mal de bons retours sur cette saga qui me tentait, je ne sais pas pourquoi, pas du tout, mais les gens qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé donc je fais confiance à ces gens. C'est que le style d'écriture doit être bien, c'est que l'intrigue doit être sympa de manière générale donc il n'y a pas de raison que si la première série était très bien, celle-ci soit nulle. Voilà, je me convainc toute seule pour justifier mon craquage imminent. On continue, on continue. Toujours le 7 septembre, je vous le dis, le début du mois, mais c'est la ruine. Tout le mois va être la ruine, mais le début en particulier, oh là là. Le 7 septembre, aux éditions de Saxus, il y a ce Royaume tissé de Taïre Mafi qui sort. Alors déjà, la couverture, c'est oui. En plus, Taïre Mafi, c'est oui. J'ai lu la saga Insaisissable, enfin Shatter Me, mais pas en entier, je vous avoue, mais de ce que j'ai lu, j'avais kiffé, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et j'ai lu un autre de ses romans, Nos Horizons Infinis, je crois que ça s'appelait, qui n'était pas du tout de la fantasy, mais qui était absolument génial, magistral, bouleversant, j'ai chialé. J'avais adoré, donc je suis très impatiente de retrouver son style. Et en plus, quand j'ai lu le résumé de celui-ci, ça m'a envoyé des petites vibes à Une braise sous la cendre. Donc je suis trop impatiente de découvrir ça. Pour vous faire un résumé un peu rapide, c'est l'histoire de Alizée qui est une servante. Une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Génial. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Comme elle est traquée depuis toujours, elle passe sa vie à se cacher jusqu'au jour où elle fait une erreur qui va faire qu'elle est repérée. De son côté, Kamran, le prince héritier du trône, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, je peux comprendre pourquoi, il doit donc retrouver la menace et l'éliminer. Ses soupçons se portent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et il l'a vu repousser du coup un agresseur sans effort. C'était la petite erreur commise par Alizée. En même temps, elle allait pas non plus se laisser agresser. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme qui ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Donc il y a vraiment cette vibe de deux personnages qui viennent de milieux totalement opposés, qui n'auraient jamais dû se rencontrer et encore moins se plaire, mais qui vont malgré tout, je pense, soit s'allier, soit s'affronter, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup le style d'écriture de l'autrice, en tout cas dans les premiers romans d'elle que j'ai lus. Donc, let's go! Comme toujours chez De Saxus, je pense que ça va sortir, bah oui c'est marqué d'ailleurs, en brochet et en relié. Mais pour le coup, même quand il y a des superbes jaspages, je craque plus souvent sur la version reliée. Non, brochée du coup. Enfin la moins chère quoi, clairement. Parce que oui, c'est très très beau, mais au bout d'un moment, le budget ne suit pas. Et surtout, en fait, à moins que ce soit le coup de cœur de ma vie, tu vois, genre s'ils font des éditions de Percy Jackson avec du jaspage, oui, bien sûr. Mais sinon, je me dis que bah voilà, le contenu du livre est le même quoi. Donc c'est vrai que autant je craque facilement, autant je peux résister aux éditions brochées, reliées. Je confonds toujours, mais vous avez compris. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, tout le monde s'en fout en fait. C'est juste pour me donner un peu bonne conscience. Oui, je pourrais claquer 25 €, mais non, t'inquiète, je ne vais claquer que 20 balles, je suis raisonnable. On dira pas que je fais pas d'efforts. Ah bah là, le prochain, moi j'avais noté qu'il sortait le 13 septembre et en fait il sort en octobre. Bon bah je vous en parlerai après. Petit suspense. Le 13 septembre sort bel et bien le nouveau roman de Marie Pavlenko. Celui-ci s'appelle Rita. Et je crois que j'ai lu tous les romans de Marie Pavlenko jusque-là. Je les ai tous beaucoup aimés. Et celui-ci a l'air assez particulier. Déjà, la couverture est magnifique. Et le résumé est très très intriguant puisque ça nous dit qui est Rita, que lui est-il arrivé. Tour à tour, élèves et professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Vigo l'amoureux fou, Roman l'ami attentionné, Timour le copain décalé, tous brossent un portrait de Rita, une ébauche tendre mais dramatiquement incomplète. Car si leurs histoires disent l'amour, le désir, l'amitié, chacun avoue aussi être... Car si leur histoire disent l'amour, l'amitié et le désir, chacun avoue aussi être passé à côté du drame, personne n'a rien vu venir. Je trouve ça hyper intriguant, un peu inquiétant aussi parce qu'on se doute que c'est pas genre personne n'a rien vu venir en mode elle a gagné au loto et elle est partie vivre à Las Vegas parce qu'elle est trop heureuse là-bas. Non, je pense que c'est un truc un petit peu plus dark. Mais je suis très intriguée et j'ai hâte de découvrir ça. Sachant que, comme je vous ai dit, Marie Pavlenko, le premier que j'ai lu c'est Je suis ton soleil, qui a été un immense coup de cœur. C'était absolument magnifique comme roman. J'ai aussi beaucoup aimé Un si petit oiseau. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? Non, je vous dis des bêtises, je crois pas que j'ai lu Et le désert disparaîtra. Mais j'ai lu un autre qui se passait l'été, il y avait une histoire d'arbre. Lui, il m'a pas fait une forte impression, comme vous pouvez le constater. Mais malgré ça, t'es obligé de reconnaître qu'il est superbement écrit et que c'est très très original. Donc là, ça a l'air d'être dans la même veine, j'ai hâte d'être surprise. Le 28 septembre, aux éditions de Saxus, paraît le dernier roman de T.J. Klune. Alors moi, je l'ai en version anglaise, parce que je l'ai acheté, je crois, l'année dernière à Montreuil, en me disant « Ouais, je vais le lire direct ». Pas du tout. Ça s'appelle, en anglais en tout cas, The Extraordinaries, et c'est une histoire de super-héros.
J'ai pas réussi à trouver la couverture et le titre définitif en français, ce qui me fait dire qu'il est possible qu'il soit repoussé parce que de Saxus, ils ont un petit peu cette habitude de bouger les dates de sortie comme ça les arrange. Je me doute que ça les arrange pas, mais en fonction des aléas à droite et à gauche. Donc je ne suis pas sûre de cette information, mais en tout cas c'est sûr qu'il paraît aux éditions de Saxus normalement d'ici la fin d'année. Et celui-ci, il a l'air incroyable. La preuve, je l'avais déjà acheté en VO. Vous me connaissez, je suis une flemmasse, je sais très bien lire en VO, mais je vais quand même attendre que la VF sorte. Pour le découvrir, on adore. Et là, en gros, c'est l'histoire de Nova City où il y a des super-héros, clairement. Et nous, on suit Nick qui écrit des fanfictions sur les super-héros en question. Et un jour, il va rencontrer Shadowstar, qui est le plus grand de tous les héros de la ville et qui est aussi son plus gros crush. Et à partir de là, eh bien, j'imagine que sa vie va être un petit peu plus compliquée que le jour d'avant. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais moi en fait je me suis dit super-héros, let's go. Ça m'a envoyé des vibes à la Marvel, mais en un peu plus léger quand même. C'est du TJ Klune, donc je fais confiance. Je sais pas si j'ai raison, mais je fais confiance. Et j'ai hâte de découvrir ça. Mais la vache, c'est écrit hyper petit, j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. Les marges, elles sont inexistantes. Je sais pas si vous allez bien voir. Les marges sont inexistantes et la police, elle est en genre 4,5. Jamais dans la bulle la meuf, 4,5. Petit retour en arrière puisque j'ai oublié de vous parler d'un livre qui sort le 20 septembre et il s'agit évidemment du deuxième tome de Persona. La couverture, je ne cesserai jamais de m'ébahir devant, elle est presque aussi belle que celle du premier tome. Oui, j'ai dit presque parce qu'elle est sublime, mais il y avait un petit truc particulier avec le violet, je sais pas, ça faisait... Bref, voilà. Persona, j'ai l'impression de vous en avoir parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux, de partout. Mais ça a été un tel coup de cœur, les gars. J'ai surkiffé. Pour rappel, Persona, c'est l'histoire d'un monde qui s'appelle Lux, dans lequel certains enfants développent des dons. On dit qu'ils sont touchés par la lumière et ils développent du coup des pouvoirs. Ils sont isolés de leur famille très jeunes et ils sont élevés dans une sorte d'orphelinat où on leur apprend à maîtriser leurs dons et où on loue leurs dons pour que d'autres personnes puissent s'en servir. Je l'explique très mal, mais en gros, on peut venir et dire j'ai besoin de cet enfant. Alors, cet enfant, à partir d'un certain âge, ils sont quand même bien traités de manière générale. Je m'éloigne du sujet, je raconte n'importe comment, mais en gros, comme ils ont des dons quand même très utiles, on peut se servir d'eux. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est encadré, mais ça reste une sorte d'esclavage quand même. Et là, dans le premier tome de Persona, on suit 3 ados en particulier qui ont chacun des dons de ouf et qui vont être employés par une mystérieuse femme qui a de mystérieux desseins. On découvre qu'elle veut surtout empêcher le mariage de la reine du royaume avec, on sait pas qui. Voilà, c'est tout pour mon résumé absolument moisi. N'oubliez pas que Persona est une saga absolument incroyable. Le premier tome, gros coup de cœur, il m'a retourné le cerveau, mais j'ai adoré. C'est original, c'est bien écrit, c'est beau, c'est entraînant, c'est addictif, c'est bien écrit, c'est original, voilà, vous avez compris. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit disclaimer. Si vous êtes sur la région lyonnaise à la fin du mois de septembre, autour du 23, un truc comme ça, eh bien restez connectés parce qu'il est possible que de petits événements très très chouettes arrivent en collaboration avec l'autrice et Hachette pour célébrer comme il se doit la sortie du deuxième tome de Persona. Je vous en dis évidemment très vite, très plus, ça n'a pas de sens. Je vous en dis vite plus sur les réseaux sociaux, restez bien connectés, mais je suis hyper impatiente. À la fois pour la sortie et pour les petits événements qui arrivent. J'adore teaser, le teasing c'est ma passion. Toujours le 20 septembre, il y a le prochain roman de Morgane Moncomble qui sort évidemment. Alors celui-ci, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler parce que tout le monde l'attend comme le Messie. C'est le premier tome, alors pas forcément d'une saga, mais encore une fois, vous savez, avec des tomes compagnons qui se concentrent chacun sur une saison particulière. Et là, c'est du coup un automne pour te pardonner. On a après l'hiver, on aura le printemps, on aura l'été, bref, on aura toutes les saisons. Et chaque livre sort à la saison qui lui correspond. Genre là, du coup, en automne, on a l'automne. Voilà, je sais pas pourquoi j'essaie de vous expliquer le concept qui est par ailleurs très simple. Mais grosso modo, c'est une petite romance qui a l'air quand même assez dark. Enfin, dark, je me comprends, qui a l'air plus profonde et plus sérieuse que d'autres romances qu'on peut lire. Mais ça change pas trop de ce que fait Morgane Moncomble dans ses derniers romans, en fait. C'est l'histoire de Camélia qui est passionnée de crimes non résolus et ça tombe bien puisque Rory, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement et le présumé coupable du meurtre, c'est Lou McAllister qui était le meilleur ami de Rory et qui est surtout le garçon qui a humilié Camélia il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié. Elle saisit donc cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. De son côté, Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il n'imaginait pas qu'il allait quand même finir en prison pour meurtre. Ça va quand même un peu loin là, cette histoire de mouton noir. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux qui avaient confiance en lui. Non, en qui il avait confiance, c'est plus logique. Et la seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia, la première victime de Rory. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je pense que vous n'avez pas besoin de plus. La plupart des gens, tu leur dis Morgane Moncomble va sortir un roman, ils te disent j'achète. Et moi j'avoue que j'en ai pas lu beaucoup de cette autrice, mais les rares que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Celui-ci m'envoie des très très bonnes vibes, donc j'ai hâte de le découvrir.
On finit le mois de septembre en beauté, en apothéose, puisque vous le savez que ce livre arrive dans cette vidéo. Mais il y a évidemment le prochain roman de Rick Riordan qui sort. C'est un livre sur Percy. Ça s'appelle Percy Jackson and the Chalice of the Gods. Et c'est une histoire sur Percy. Que sur Percy. Pas que sur Percy en plus. Percy, Annabeth et Grover. Calme la fangirl en toi, Marie, concentre-toi, concentre-toi. Grosso modo, c'est l'histoire de Percy qui, après avoir sauvé le monde plusieurs fois, je vous le rappelle, essaie de vivre une vie plutôt tranquille et en fait, il a besoin pour entrer à l'université de la Nouvelle-Rome, je crois, de lettres de recommandation et ses méchants dieux, au lieu de lui dire « Mais oui, bien sûr, Percy, tu nous as sauvé les miches tellement de fois, bien sûr qu'on va te faire des lettres de recommandation !» Eh ben non, il lui dit si tu veux une lettre de recommandation, faut faire une quête. Du coup, il a 3 quêtes à réaliser et la première c'est pour récupérer The Chalice of the Gods que Zeus a égaré. Donc le Chalice of the Gods c'est petit gobelet quoi. J'imagine que c'est pas le gobelet en plastique d'Ikea, c'est un truc un peu classe. Mais en tout cas c'est un objet qui a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir, qui est important de retrouver. Et ça va lancer des aventures de ouf pour Percy et ses amis. Voilà, franchement je sais pas quoi vous dire de plus, de toute façon c'est Rick Riordan donc moi j'achète. Et là c'est Percy, on va retrouver Percy. Je vais retrouver Percy. Faut vraiment que j'apprenne à me calmer parce que je sais pas comment je vais tenir, genre à chaque fois que j'y pense, mon niveau artériel, je sais pas si ça se dit mais il augmente et du coup je vais m'auto-provoquer une crise cardiaque et je vais clamser avant que le livre soit sorti. C'est pas bon là, les calculs sont pas bons. Je suis hyper excitée, j'ai hyper hâte. Je viens de réaliser qu'il sort en plein milieu de mes vacances. Normalement, je ne serai pas là parce que du coup, il sort le 26 et moi, je suis en vacances et je ne serai pas à Lyon. Donc, je pourrai pas aller chez Dan Fine Bookstore pour me le procurer. Donc, je vais devoir attendre de revenir de vacances pour le lire. Mais je me dis qu'au moins, ce sera une bonne raison de revenir de vacances, tu vois. Parce que je sais pas encore ce que je fais pendant mes vacances, mais normalement, je ne reste pas à Lyon, je pars. Je vais partir, je pense, à la mer, à la plage, je ne sais pas. En tout cas, j'aurai besoin de déconnecter. Mais j'aurais pas envie de revenir, sauf que là je serai obligée de revenir et je vais être contente de revenir puisque je vais retrouver Percy. Voilà, je pense qu'il est temps de changer de sujet, sinon je vais faire une crise cardiaque. Encore une fois, je suis trop excitée. Le moment me semble bien choisi pour me donner un petit coup de frais là. Et cette couverture, est-ce qu'on en parle de cette couverture? Allez, on enchaîne. On passe donc au mois d'octobre. Je suis désolée, je viens de me lever pour vérifier un truc et je me rends compte que la vidéo est hyper sombre. Je ne comprends pas. Il fait 47 degrés et pourtant il fait tout gris. Bref, navré pour la qualité un petit peu médiocre de cette vidéo, d'autant plus que je me rends compte que je suis en train de partir dans tous les sens, donc j'essaie de me reconcentrer. Nous arrivons maintenant au mois d'octobre et c'est parti pour toujours plus de superbes sorties. Le 4 octobre, bien sûr, il y a le 2e tome du Pont des Tempêtes qui sort. Et là, pour le coup, je vais être obligée, je pense, de l'acheter en relié. Parce que j'ai le premier en relié, parce que je veux que ça matche, parce que je suis faible, voilà, on se l'avoue. Au moment où ils ont annoncé la sortie, il y a eu des avis assez mitigés sur cette couverture. C'est vrai que objectivement, j'en suis pas particulièrement fan, d'autant plus que le premier tome est magnifique et que là, je sais pas, ça me fait pas le même effet. Mais je m'en fous en fait, parce que j'ai trop hâte de lire cette suite. Et pourtant, vous me connaissez, je suis assez superficielle. Mais là, vraiment, le livre, il pourrait être hyper moche, je le prendrai quand même parce que j'ai trop envie de savoir comment ça continue cette histoire. J'ai trop envie de retrouver Aren et Lara. Lara, putain mais je me souviens jamais comment elle s'appelle. Et en plus j'ai dit un gros mot. Lara, elle s'appelle Lara. Je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2 bien évidemment, mais je vais vous rappeler de quoi parle le tome 1, même si j'ai aussi l'impression de vous en avoir parlé 1 milliard de fois. C'est l'histoire de Lara, du coup. Lara, qui a été formée depuis sa plus tendre enfance à être une espionne, une assassin, enfin quelque chose d'assez badass, tu vois. Et du coup, elle est envoyée pour épouser le prince Aren, qui est le prince d'un royaume qui se trouve entre plusieurs royaumes et qui fait office de passage. Et en fait, son objectif, c'est de gagner sa confiance, d'apprendre plein de secrets, de le squeaker et de s'emparer du royaume pour que le royaume de Lara puisse traverser le royaume de l'autre pour faire du commerce. Non mais je vous le résume tellement mal. C'est un miracle que parfois vous me dites « Tu m'as trop donné envie de le lire » alors que je les résume comme ça. Mais vraiment, la meuf, je suis une youtubeuse en carton. Mais bref, c'est un Enemies to Lover avec une fausse relation, des rebondissements à gogo, des personnages incroyables, des trahisons, des secrets. Oh, c'était ouf. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que le tome 1 se finit sur le petit cliffhanger des familles qui te laisse bien en PLS. Toujours le 4 octobre et toujours chez Brajlon, mais cette fois-ci je crois dans une autre branche, il y a le tant attendu If We Were Villains. Toujours un plaisir cet accent. Donc là je reprends mon petit pense-bête puisque ce roman j'en ai extrêmement souvent entendu parler sur les réseaux sociaux. Et on me l'a vendu comme étant un peu alors pas le père, je vais un peu loin, mais l'archétype de la Dark Academia. Et ça m'intrigue énormément. C'est donc l'histoire de Olivier Marx qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Et le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner,
le commissaire qui prend sa retraite mais qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. Donc je pense qu'on va alterner 2 temporalités et on va en fait replonger dans les souvenirs de Marc, qui s'appelle en fait Oliver. Je l'ai lu il y a 30 secondes, littéralement, hein, vraiment teuteux. Donc on va revenir dans les souvenirs d'Oliver. À l'époque, il poursuivait ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé et il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort, les autres se retrouvent alors face au plus grand défi de leur vie d'acteur. Ils vont devoir convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus évidemment, si ce n'est que tous les retours sont quand même très très bons dessus, que la couverture est sublime et qu'on a là aussi droit à une édition collector, reliée, jaspage, tout ce qu'il faut. Ça sent le craquage, moi je vous le dis. C'était typiquement... C'est pas du tout chez Brajlon en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, j'ai un doute. Fibs? Fibs, si, c'est bien une filière de Brajlon, non? Ces informations sont à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ça sort bel et bien le 4 octobre. Enfin, ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Je suis pas non plus à l'imprimerie, c'est pas moi qui fais les cartons, mais... En tout cas, c'est annoncé pour le 4 octobre. Ça a l'air vraiment bien. Je sais que beaucoup l'ont lu en anglais. Si vous faites partie de ces gens qui l'ont lu en VO, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et moi, j'ai hésité à le lire en VO parce que ça me tentait vraiment beaucoup. Mais j'avais peur que du coup, ce soit compliqué. Voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, en fait, tout le monde s'en fout. Et on enchaîne. Toujours le 4 octobre, cette fois-ci aux éditions Rajo, il y a le tome compagnon de Fable qui sort. Ça s'appelle Page et Auster et c'est du coup l'histoire de Page et Auster qui sont 2 personnages de Fable. Par contre, je sais pas si ça c'est la couverture que j'ai, que je vous mettrai du coup par là. Elle est sympa, hein, mais elle a rien de ouf. Je pense pas qu'il faut lire ce livre si on n'a pas lu la saga Fable. Après, je vous lis quand même le résumé parce que ça spoil pas de ouf, mais ça se passe quand même du coup avant Fable, à savoir. C'est l'histoire de Auster qui appartient à la famille des Ross, une organisation criminelle qui sévit à Bastion, dans la mer sans nom. Lorsqu'il est chargé de voler un matelot nommé Page pour le compte de son ongle... Ongle? Et bien sûr, Marie. Allez, on va mettre ça sur le compte de la chaleur. Pour le compte de son oncle, son monde est bouleversé et ses certitudes vacillent. Il entrevoit un autre avenir possible, mais il n'est pas si facile de gagner sa liberté. L'amour suffira-t-il à le sauver? J'ai beaucoup aimé Fable, j'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel on évolue et j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages de Page et d'Auster en particulier. Donc je suis curieuse d'en apprendre plus sur eux et de les voir un peu plus. Voilà, là pour le coup j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est un tome compagnon donc je vais pas non plus m'apesantir, mais je crois que je vous ai fait de toute façon une vidéo sur le premier tome de Fable si ça vous intéresse. J'essaierai de penser à vous mettre le lien par ici. C'était un des tout premiers épisodes de Un livre en 5 minutes et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, donc je suis impatiente de retrouver l'univers et la plume de l'autrice. Même si c'est vrai que c'était pas forcément le tome compagnon que j'attendais avec le plus d'impatience parce que je sais que l'autrice a écrit en VO un livre sur le père de Fable qui s'appelle Saint, parce que c'est son prénom. Et je pensais que c'était lui qui allait être traduit en premier parce que pour le coup, il y a moyen que ce soit hyper intéressant et que ça approfondisse vraiment l'univers, donc j'ai été assez impatiente de le lire aussi. Peut-être que ce sera le prochain, je ne sais pas. En tout cas, j'ai quand même très hâte de lire celui-ci. Le 5 octobre, aux éditions Gulfstream, sort cette merveille, cette beauté. Voilà, du coup, sans soleil, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça brille de 1000 feux. On a un petit jaspage bleu, un bleu que je trouve très joli. C'est juste waouh en fait. Vraiment, waouh. Le roman s'appelle donc D'écailles et d'obscurité. C'est le premier roman de Gaëlle Maumont qui est aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai, si j'y pense encore une fois, hein, excusez-moi si c'est pas le cas, son pseudo dans la barre de description de la vidéo. Et c'est l'histoire de Robin qui vit dans un monde un petit peu particulier, rempli de dangers, etc. etc. Je vous la fais rapide. Hein. Elle n'a pas de magie, mais elle est maître lame redoutable au combat. Ouais, je suis obligée de faire comme ça tellement il n'y a pas de lumière. Genre c'est ouf là, qu'est-ce qui se passe? J'espère au moins qu'il va pleuvoir et que du coup la température va baisser. Parce que s'il fait juste gris pour faire gris, ça ne sert à rien. Hein. Donc qu'est-ce que je disais, dépourvue de magie mais maître lame redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct et quand elle revient chez elle dans son village natal après une longue campagne en mer, elle rencontre un jeune homme énigmatique, Daerion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une seule chose, la traquer et l'anéantir. Une réaction tout à fait normale, je te comprends Robin. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Un peu comme actuellement là à Lyon, l'obscurité. Bon, je plaisante, mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette, ça a l'air bien badass. La couverture est sublime, l'autrice est adorable. Pareil, je devrais vous en parler un petit peu plus en détail sur les réseaux sociaux incessamment sous peu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui a l'air incroyable. Encore une fois, de la fantaisie à la française, c'est ce qu'on veut. Le prochain roman qui me tente de ouf sort le 12 octobre aux éditions Addictive. Il s'agit bien évidemment du prochain roman d'Emma Green. Il s'appelle Ce qui nous rend vivants et on n'a pas plus d'infos. À l'heure actuelle, je n'ai trouvé ni la couverture ni le résumé
Et vous savez quoi? Je m'en fiche parce que c'est du Emma Green et que j'achète du coup automatiquement. Elles nous ont teasé un petit peu en nous disant que c'était une romance dans le milieu médical, un peu à la Grey's Anatomy quoi. Alors moi j'ai dû regarder 3 épisodes de Grey's Anatomy dans ma vie, mais c'est pas grave, je suis là pour Emma Green. J'ai vraiment hâte de découvrir leur prochain roman parce que je trouve que plus elles avancent, plus elles écrivent, meilleur c'est. J'ai commencé par un de leurs derniers, après j'en ai lu des plus anciens que j'ai kiffé, mais les derniers qui sortent là vraiment, ils sont le parfait combo entre romance et en même temps des sujets hyper touchants, tu chiales tout ce que t'as. C'est magnifique, c'est sublime, j'adore, je veux celui-ci. Voilà pour cet avis extrêmement travaillé et cette avalanche d'informations que je vous donne sur le roman. On enchaîne. Ah mais attendez, du coup j'ai oublié de vous parler du roman qui devait sortir en septembre. Enfin je pensais qu'il sortait en septembre et en fait il sort en octobre. Ah, on tient bon, on tient bon. Le 4 octobre aux éditions du coup Big Bang sort un roman qui s'appelle Sing Me Forgotten. La couverture, trop belle. Et je vous avoue que les résumés m'intriguent énormément parce que c'est typiquement le genre de roman où je sais que ça va passer ou ça va casser. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, c'est le résumé qui m'envoie une vibe. J'ai hâte de découvrir ça, mais grosso modo, c'est l'histoire de Isda qui n'existe pas, du moins pas en dehors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Puisqu'en fait, elle est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs, et du coup, on a essayé de la... quand elle était petite à cause de ça. Elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra, et en échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs, et surtout de ne pas se montrer. Donc elle le fait depuis des années pour avoir sa protection, mais elle enfreint cette règle quand elle rencontre Emric, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. En gros, grâce à lui, elle va découvrir une solution pour s'échapper de sa prison dorée, mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Notamment, elle va comprendre que pour prendre en main son destin, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voulait noyer. Parce que en fait, quand je vous dis que quand elle était petite, on a voulu la... c'est qu'on a voulu la noyer Bichette dans un puits. C'est horrible. Donc je sais pas, le résumé en révèle pas trop, ça a l'air original quand même pour cette histoire de personne qui peut sublimer les souvenirs, etc. Mais j'attends de voir parce que l'arrivée du jeune homme qui va bouleverser sa vie, etc., ça me semble un peu cliché. Voilà, c'est un jugement très hâtif de ma part, j'en ai conscience, mais je vais quand même lire le roman. J'ai très hâte de découvrir ça et j'espère accrocher. J'espère que l'histoire sera à la hauteur de la couverture parce que je la trouve très très belle. Simple, mais efficace. On revient dans l'ordre des sorties. Le 18 octobre, il y a Gwen and Art Are Not in Love. Oh, mon accent, vraiment, mais c'est pas possible. Pourtant, je vous jure que je peux très bien parler anglais, enfin je me débrouille, hein. Mais juste là, je sais pas pourquoi, ça sonne mal. Bref, en même temps, vous n'êtes pas là pour juger mon accent normalement. Celui-ci, j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux anglophones et du coup, je suis très très curieuse de le découvrir. Et pourquoi j'ai pas de résumé? Ah bah non! Oh! Ah ouais, d'accord, donc en fait, il y a des résumés nulle part, super. Je vais y aller à l'ancienne, c'est-à-dire avec mes souvenirs, accrochez-vous. En gros, c'est une réécriture de l'histoire du roi Arthur, mais je crois beaucoup plus moderne. Genre, je sais pas si ça se passe pas à notre époque, bon, je suis pas sûre de mon info. Mais en tout cas, tout est dans le titre, hein. C'est Arthur et... comment elle s'appelle, Gwen? Guenièvre, qui en fait ne sont pas amoureux, puisque Arthur est amoureux de Lancelot, et Guenièvre est amoureuse, je sais pas, de quelqu'un d'autre. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez lire le résumé, parce que je pense que le mien, il est catastrophique. Mais grosso modo, voilà, c'est une réécriture qui casse les codes et qui montre que ce qui peut sembler évident ou facile n'est pas toujours évident et facile. Vraiment, je vais m'arrêter là parce que ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. Mais comme je vous le disais, j'ai vu de très très bons retours sur les réseaux anglophones, donc je me dis, let's go! Et ça sort donc le 18 octobre aux éditions Casterman. Vraiment, je me fatigue avec mes résumés moisis là. Mais il fait chaud et je suis fatiguée et ça fait un moment que je tourne maintenant, donc allez, on passe à autre chose. C'est bientôt fini, accrochez-vous. Accroche-toi, Marie aussi. Le 19 octobre, il y a le 3e tome de Let's Play qui sort aux éditions Cotoon. Je vous avais déjà parlé des 2 premiers tomes. C'est l'histoire d'une jeune femme, j'ai oublié son prénom, oui, voilà, bon, c'est dit, qui a pour but et comme rêve de développer son propre jeu vidéo. Et elle commence à y parvenir jusqu'au jour où du coup, il y a un streamer hyper influent qui va descendre son jeu dans une de ses vidéos. Et du coup, à partir de là, elle a plein de problèmes. Elle découvre aussi que le streamer en question est son nouveau voisin, donc elle va être obligée de cohabiter un petit peu avec lui. Enfin bref, c'est plein de situations cocasses. C'est des sujets bien plus sérieux qu'il n'y paraît. C'est le monde des jeux vidéo, c'est des petites relations, des petites romances un peu contrariées. Vraiment, je kiffe et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc là, c'est le tome 3 qui sort, mais je peux que vous conseiller cette saga. Est-ce que je vous ai dit que c'était des webtoons? Je ne crois pas, je m'en rends compte maintenant. C'est comme des mangas en couleur, t'as vu? Je vais me faire lapider à dire ça. Je sais qu'il y a une différence, importante, mais voilà, grosso modo, c'est comme un roman graphique, on va dire. Ne me haïssez pas pour ce petit raccourci. Le 19 octobre, nous avons cette merveille qui sort. Enfin, je vous dis merveille, parce que je le trouve très beau, parce qu'il a l'air très bien, mais j'en sais rien, je l'ai pas encore lu, hein. J'ai eu la chance de recevoir une épreuve non corrigée bien avant sa sortie, donc je pense qu'au moment où cette vidéo va sortir, je l'aurai déjà lu. Peut-être que vous aurez vu mon avis dans d'autres vidéos d'ailleurs, ou sur les réseaux sociaux. Mais ça a l'air incroyable.
Ça sort le 19 aux éditions Slalom. Et au niveau du résumé, on est sur quelque chose de très très joyeux puisque c'est l'histoire de Rémi qui, depuis le massacre de sa famille et de son peuple, a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive chaotique et incertaine. Elle se croit donc perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière par un prince faé connu pour sa vie dissolue et ses promesses. Non, ses prouesses guerrières. Je vous jure, je vois absolument que dalle. J'espère que vous me voyez quand même un petit peu à travers la vidéo parce que j'ai l'impression que c'est hyper sombre là. Bref. C'est pas comme si j'étais pas déjà bigleuse, je suis en train de me défoncer les yeux à essayer de lire du noir sur du noir. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour la contrarier, pour lui déplaire. Ça a l'air un peu cliché dit comme ça, je vous l'accorde, mais il paraît que c'est un univers de fantasy incroyable, une romance comme ça, donc je suis très impatiente de découvrir ce roman aussi. C'est pareil, je crois que les éditions Slalom ont prévu une collection, une édition collector, avec du jaspage, enfin vraiment ça a l'air incroyable et c'est encore la ruine assurée quoi, on adore. Après vous me direz oui mais Marie pourquoi est-ce que tu as besoin de l'édition collector puisque tu as déjà le livre en papier là? Bah ouais mais c'est une édition collector quand même, si elle est vraiment très très bien et surtout si j'ai beaucoup aimé ce livre, je vais la vouloir. Je sais ce que vous vous dites là. Vous dites que cette séquence contredit totalement ce que je vous ai dit il y a peut-être une demi-heure avant où je disais oui moi des fois les collectors c'est pas mon kiff. Bah oui je suis une fille pleine de surprises et je m'impose des rebondissements comme ça qui n'ont aucun sens. Je sais pas. La vérité c'est que je suis tellement faible face au livre que je sais pas comment je vais réagir. Il est tout à fait possible que je craque et que j'achète un livre que j'ai déjà. Voilà, je suis désolée d'avance. J'ai aussi noté que le 25 octobre sortent des nouvelles éditions de la quête des Willan. Alors, ça je l'ai vu dans le programme Rajo, je le vois sur leur site actuellement. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que pour moi, la couverture qu'ils nous montrent n'est pas vraiment différente en fait de la couverture qu'on a actuellement. Je vous la montrerai du coup par ici. C'est le même dessin, ils ont rajouté des dorures sur le côté certes, mais j'arrive pas à comprendre si c'est juste ces dorures rajoutées ou si c'est une nouvelle édition collector, ou enfin j'arrive pas à savoir. Du coup, je le mentionne ici parce que si c'est vraiment quelque chose de différent, je sais très bien que je vais craquer puisque je suis faible et que Pierre Bottero est un dieu pour moi et que je veux avoir toutes les éditions possibles et imaginables de ses livres. Mais voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous communiquer. Le texte c'est le même bien sûr, mais je sais pas ce qui change réellement entre cette nouvelle édition qui nous annonce et ce qu'on a actuellement. Voilà, donc là encore ça servait absolument à rien que je vous parle de ça, c'est pas très grave, vous avez l'habitude maintenant. Dernier livre dont je voulais vous parler, et là j'ai pas de date encore à vous communiquer, puisqu'il sort en VO à la toute fin du mois de septembre, et je crois qu'il sort en VF courant du mois d'octobre, mais j'ai pas de date précise. Il s'agit de Trade of Powers, le nouveau roman de Willy Schwab. Cet été, j'ai lu les 3 tomes de Shade of Magic justement pour me préparer à la sortie de celui-ci, puisque c'est dans le même univers et que ça se passe du coup des années après le dernier tome de Shade of Magic. On va retrouver certains personnages, je ne vous dis pas lesquels, je ne vous dis pas comment, pourquoi, etc. parce que je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas lu du coup la trilogie. Mais on va retrouver certains personnages, on va en découvrir d'autres, on va continuer à explorer l'univers, à explorer ce côté magie qui est absolument incroyable. Et je suis hyper impatiente de retrouver à la fois l'ambiance et à la fois le talent de Willy Schwab. Je vous mettrai du coup la couverture VO, je ne sais pas s'ils vont garder la même, là je vous dis j'ai aucune visibilité, d'autant plus que je pense que c'est hyper préservé, très secret encore. Mais je suis impatiente et ça sort bien évidemment en français aux éditions Lumen. J'ai fini, ça y est! C'était donc les 24 livres qui sortent sur les 2 prochains mois que j'ai trop envie de lire, pour lesquels je sais que je vais craquer. Vous m'excuserez mes résumés qui partent dans tous les sens, vous m'excuserez quand du coup il manque des infos, ça c'est pas forcément de mon fait, ou alors c'est que j'ai pas bien cherché, ce qui est aussi tout à fait possible. Il est aussi possible qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous allez la regarder, il y a des choses qui ont changé et que j'ai pas été au courant ou que j'ai pas pu mettre à jour ma vidéo, vous m'excuserez. En tout cas, comme vous pouvez le constater, c'est la ruine assurée, clairement. N'hésitez surtout pas à me dire si certains des livres dont j'ai parlé vous tentent, si vous allez craquer pour certains. Et évidemment, s'il y a une sortie que vous attendez trop et que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, dites-le moi. Comme vous pouvez le constater, ma palle et ma wishlist ne sont plus à ça près. Donc n'hésitez pas à rajouter votre petite pierre à l'édifice et à me faire vos recommandations des prochaines sorties que je ne dois absolument pas manquer. Si vous êtes trop timide pour commenter un truc un petit peu construit, n'hésitez pas juste à lâcher un petit emoji avec, vous savez, la pile de livres à lire là. Mais n'en mettez pas qu'un seul, mettez-en 47 pour qu'on voit bien qu'on va tous faire exploser nos piles à lire. Ce sera symbolique de toutes ces prochaines sorties qui arrivent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!